Merci beaucoup, Isabelle. Merci à l'Académie de chirurgie de nous avoir invités pour traiter effectivement de ce sujet qui fait partie de l'évolution de nos pratiques professionnelles. Et ma première diapositive sera une définition et un hommage. La définition, c'est celle du développement durable, et l'hommage, c'est Madame Brundtland, qui a été directrice générale de l'OMS, puis ministre de l'écologie norvégienne et première ministre, et qui a rendu un rapport qui s'appelle « Notre avenir à tous », et c'est effectivement un sujet qui consiste à définir notre avenir à tous, aussi bien sociétal qu'au bloc opératoire, et qui dit que le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Et donc, si on continue dans l'histoire, il y a des dates clés dans le développement durable que je résume dans cette diapositive. Depuis 1970, avec le Club de Rome jusqu'à la COP 21. Et puis là, j'ai mis en tout petit, en 2016, la création du comité, enfin plutôt du groupe développement durable par la Société française d'anesthésie-réanimation. Pourquoi? Parce que ça sera le premier pas qui va donner vraiment du crédit à la thématique dans le système de soins et en santé. J'aime pas le mot green sphare, ou en tout cas green. Pourquoi? Parce que ça ampute le terme développement durable de ses piliers. Parce que le développement durable ne s'intéresse pas uniquement au côté écologique, il faut le considérer comme une table avec 3 pieds. Et ces 3 pieds sont le pied écologique, certes, mais il faut prendre en compte le côté social et économique. Parce que si on enlève un des pieds de cette table, l'action sera déséquilibrée et puis elle va tomber à l'eau, elle ne sera pas durable. Et l'exemple type, c'est ce qu'on a vécu il y a quelques mois ou quelques années avec les gilets jaunes, puisqu'on a voulu mettre en place une action écologique en taxant les hydrocarbures et on n'a pas du tout pris en compte l'aspect social. Et donc, ce n'était pas une thématique ni une action vivable. Et pareil, il faut que ça soit viable à travers le côté économique. Et tout ça doit être un équilibre. Et j'insiste pour qu'on utilise encore ce terme de développement durable qui concilie l'écologie, l'économie et l'équité. Alors, on s'intéresse tous à cette thématique parce qu'on a tous été émus par ce qu'on voit régulièrement, le réchauffement climatique, la température sur la planète, l'effet de serre, et surtout ce qui se passe, la mortalité due au réchauffement climatique qui a doublé sur les 20 dernières années avec ce rapport du Lancet Health qui va parler de mortalité des plus de 65 ans à cause du changement climatique, des hautes températures, des canicules, et puis les incendies qu'on a vécus, notamment en Europe, sur les 2 dernières années. Et puis, on essaye de se donner bonne conscience et on ne parle que de CO2. Tout le monde parle que de CO2, de réchauffement climatique. Sauf que cet article, qui est très intéressant, nous dit attention à l'impact environnemental du système de santé. Là, on ne parle pas uniquement du bloc opératoire. Le CO2, ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'une portion du calendrier. Parce que ça va engendrer du réchauffement climatique, certes, mais on a aussi d'autres impacts. Les autres impacts sont les émissions de particules fines, l'acidification, la pollution des sols, des nappes phréatiques, et puis surtout un élément qu'on ne voit pas beaucoup, que les infectiologues voient beaucoup plus que nous, qui est la maladie infectieuse la plus mortelle dans le monde, c'est le malaria. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec le développement durable et l'écologie? Tout simplement, dans, encore une fois, cet article, et puis j'arrête avec les mots savants, je vais passer au bloc opératoire, dans cet article du New England, on met en relation chacune ou chacun de ces impacts environnementaux avec l'impact sur la santé des populations. Donc, les températures extrêmes, on l'a vu, tout ce qu'on voit en termes de canicule depuis 2003, et puis ces maladies qu'on appelle vectorielles. Le fait d'aboutir à une déforestation, et on voit ce qui se passe au Brésil, va augmenter l'émergence des vecteurs qui sont tous les insectes, tous les moustiques qu'on connaît, avec l'émergence de ces maladies vectorielles, chikungunya, dengue, etc. Et puis, on voit des mouvements et des facteurs sociaux avec des vagues migratoires qui ne vont faire qu'augmenter à cause de ce dérèglement climatique. Alors, à chaque fois que quelqu'un me reconnaît et que je parle de développement durable au bloc opératoire, tout le monde vient me voir, c'est génial. Et on va faire les poubelles, on va recycler les métaux, les bouteilles,
les câbles de bistouri, etc. Je ne dénigre pas cette partie-là, pas du tout. Mais encore une fois, si j'avais dit à Pierre et à Laspar que j'allais fouiller dans les poubelles, on n'aurait jamais fondé un comité développement durable. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et vous allez me dire, alors pourquoi l'anesthésie a tiré en premier? Pourquoi l'anesthésie a tiré en premier au bloc opératoire? Peut-être qu'on a un peu plus de temps. Non, ce n'est pas vrai. Mais on a créé ce comité et puis tout vient de cette partie-là. Et cette partie-là est relatée par cet article de McNeil qui est très intéressant. J'aurais adoré le publier, mais aujourd'hui, il est impossible de publier un article pareil, en tout cas pas dans ce journal-là. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un bilan carbone dans 3 hôpitaux. L'hôpital A, c'est un hôpital canadien. L'hôpital B est un hôpital des États-Unis d'Amérique et l'hôpital C est un hôpital britannique. Et il a regardé dans le détail quelles sont les proportions d'émissions de gaz à effet de serre en fonction de la source d'émissions. Et si on s'intéresse à l'Amérique du Nord, regardez la partie bleue du camembert, c'est l'anesthésiste et les gaz anesthésistes. Et donc, en 2017, ça a probablement changé, 63% des émissions de gaz à effet de serre dans un bloc opératoire canadien étaient dues au gaz anesthésique. 51% aux États-Unis d'Amérique, c'est les gaz anesthésiques. Alors, les Britanniques, c'était 4%. C'est un autre sujet, on va y revenir tout à l'heure. Ils ont travaillé depuis 10 ans sur la décarbonation de leur système de santé et sur les actions sur les gaz anesthésiques. On va y revenir tout à l'heure. Alors, cet article est magnifique. Par contre, je ne partage pas du tout sa conclusion qui dit, écoutez, franchement, il faut arrêter d'utiliser les gaz anesthésiques parce que c'est dangereux. Alors, juste un petit détail, c'est que, regardez la partie verte, c'est entre 12 et 20%. La partie verte, c'est tout ce qui est chaîne d'approvisionnement et les déchets générés au bloc opératoire. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que ça, mais déjà, c'était le point de départ pourquoi l'anesthésie s'est intéressée au sujet, au bloc opératoire et s'en est emparée en premier. Et donc, pourquoi elle s'en est emparée? Parce que quand on induit une anesthésie, on est obligé de l'entretenir, ce n'est pas une seule injection. Le plus souvent, l'induction se fait par voie intraveineuse et l'entretien, on a le choix entre une anesthésie totale intraveineuse ou une anesthésie entretenue par ce qu'on appelle des vapeurs halogéniques. Et donc, dans ces vapeurs, celles qui sont les plus communément utilisées dans les pays occidentaux, c'est le gaz bleu et le gaz jaune, la vapeur bleue ou la vapeur jaune, qui sont le desflurane et le sévoflurane. Alors, on a l'impression que les deux sont contenus dans des petits vaporisateurs, ça ne fait pas de mal, peut-être pas aux patients, mais en tout cas pas de bénéfice réel, on va le voir, mais ça fait énormément de mal à la planète. Pourquoi? Parce que si on mesure l'impact environnemental de ces gaz anesthésiques, et donc on doit le comparer à une molécule qui est le CO2. Le CO2, c'est le gaz à effet de serre le plus produit par l'activité humaine. Donc, c'est notre unité de mesure. Et donc, sur cette unité de mesure, on va comparer ce qu'on appelle le pouvoir de réchauffement global de ces vapeurs anesthésiques. Et donc, ce gaz bleu qui s'appelle le desflurane, son pouvoir de réchauffement global comparé à une molécule de CO2 sur 100 ans, il est à 2500 fois, ce qui est énorme, versus un peu moins de 300. On ne va pas rentrer dans les chiffres exacts, mais c'est quasiment 10 fois plus. Et pour avoir le même effet, il faut en utiliser 3 fois plus. Et donc, pareil, là, sur cet éditorial graphique, on montre qu'il y a des vapeurs anesthésiques qui ont un énorme pouvoir de réchauffement global, mais il y en a même d'autres qui, en plus d'avoir ce pouvoir de réchauffement global très important, qui va participer au réchauffement de la planète, ils vont être toxiques pour la couche d'ozone, notamment le protoxyde d'azote et certains gaz que moi, je n'ai pas connus, qui étaient utilisés dans le passé. Et là, on nous dit, pareil, l'anesthésie intraveineuse, finalement, ça ne produit pas tant de gaz à effet de serre que ça. On va discuter ça parce que ce n'est pas vrai. Alors, encore une fois, on peut se poser des questions. Est-ce que les anesthésistes sont en train de se renier? Est-ce qu'on va arrêter de faire de l'anesthésie tout simplement pour sauver la planète? Ce n'est pas du tout le cas. Et je pense que s'il y a une diapositive à retenir dans toute cette présentation, c'est celle-ci. C'est qu'on ne fera jamais passer une décision environnementale avant le risque et le bénéfice pour le patient. Et donc, je garde l'aspect vivable au centre de mes préoccupations et la sécurité des patients au centre des préoccupations.
Quand on compare ces deux vapeurs anesthésiques, la plus polluante et la moins polluante, lorsqu'on a commencé, on nous l'a enseigné, et c'est vrai statistiquement, que la plus polluante en gagne du temps pour réveiller le patient, surtout dans l'ère de l'ambulatoire. Statistiquement, c'est vrai, mais en pertinence clinique, on est entre 1 et 4 minutes en fonction de ce qu'on veut faire. Est-ce que ça en vaut la peine? Alors, encore une fois, c'est des études, c'est des revues de la littérature, des méta-analyses, etc., où on mélange un peu de tout. Peut-être qu'il y a quand même une pertinence à utiliser ce gaz le plus polluant, mais dans certaines conditions. Et pareil pour le protoxyde d'azote, quand on l'utilisait initialement, c'était pour potentialiser l'effet de la vapeur anesthésique. Et ce protoxyde d'azote, qui est en quelque sorte un adjuvant, il est destructeur de la couche d'ozone, il a un pouvoir de réchauffement global qui est très important, mais le principal problème, ce n'est pas ce qu'on utilise auprès du malade, c'est que c'est un gaz extrêmement diffusible. Et donc, pour les chirurgiens viscéraux qui font de la stélioscopie, on connaît très bien parce que ça diffuse dans tout ce qui est espace clos, mais ça diffuse aussi dans les tuyaux qui vont véhiculer ce gaz depuis le cadre où il est stocké jusqu'au bloc opératoire et jusqu'au patient. Et donc ça, dans l'étude de Sergeniec, on a plus de 90% de la consommation qui n'est que de la fuite dans les circuits parce que c'est un gaz extrêmement diffusible. Un autre point, et là je vais m'attarder quelques secondes sur cette diapositive, c'est l'impact sociétal. En gros, je ne suis pas d'accord avec le titre, je vais l'expliquer plus tard, mais ce qui est intéressant, c'est le contenu de la diapositive et ce diagramme-là. Pourquoi? Parce que dans cette étude, ils ont dit que cette vapeur anesthésique va avoir un impact environnemental en termes de réchauffement climatique. Et puis, ce réchauffement climatique, il va avoir un impact sur la santé de la population. Et cet impact sur la santé va coûter de l'argent en arrêt maladie ou en séjour en mauvaise santé. Et donc, quand on regarde quel est l'impact sociétal ou le coût sociétal de l'utilisation de ce gaz avec un débit de gaz frais en fonction de comment j'ouvre le robinet, ben ça va jusqu'à 78 $ par Mach-heure d'utilisation de ce gaz, ce qui est énorme. Donc, en fait, en pensant faire du bien aux patients et à la société, on fait peut-être un peu de mal aussi à la planète et à la société. Et donc, la conclusion de ces mêmes auteurs, c'est peut-être qu'il faut arrêter d'utiliser les gaz, qu'on ne partage pas, et on va l'expliquer pourquoi, parce qu'on a pris position, puisqu'il y a eu une recommandation de pratique professionnelle. Alors, ce n'est pas une RFE du fait de la faible cohérence et force des études qu'on a sous la main, c'est qu'un bénéfice clinique égal, puisque c'est notre priorité, si c'est la même chose pour le patient, ben, si l'anesthésiste se soucie de la planète, vaut mieux utiliser le gaz le moins polluant. Et puis, pour diminuer l'impact environnemental, on n'interdit pas d'utiliser l'adjuvant parce qu'il en reste certaines indications, mais de l'utiliser correctement avec des systèmes d'administration au plus près des patients. Et donc, quand je dis tout ça, on a l'impression qu'on veut lui faire la peau à ce pauvre gaz, à cette pauvre vapeur anesthésique. Mais en fait, la vérité, elle est ailleurs. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de différents impacts environnementaux, notamment sur la pollution des sols et des eaux. Et dans cet éditorial de Jody Sherman, c'est en fait, il faut choisir son poison. Est-ce qu'on veut faire de l'émission de gaz à effet de serre ou est-ce qu'on veut polluer la nappe phréatique? Pourquoi? Parce que quand on regarde ce qui se passe au bloc opératoire, on a tous une dogme. Quand on arrive, on doit préparer une salle. Et puis, au cas où on a une urgence, un arrêt cardiaque sur un ASA 1 qui n'a aucun antécédent après une induction, il faut avoir toutes les drogues d'urgence de près. Toutes. Et à la fin de la journée, ben, ce qu'on voit, c'est que 38% de ces drogues, y compris celles qui servent à l'induction, sont jetées. Elles ne sont pas utilisées. Et en fait, ça a un coût, puisqu'on jette de l'argent par les fenêtres. Dans cette étude et dans ce sens, c'est à peu près 80 000 $ par an. Et quand on regarde ce qui se passe dans les égouts à la sortie de l'hôpital, donc ça, c'est une étude française où on a été analyser les résidus de médicaments qu'il y a à la sortie des effluents d'un hôpital. Et là, je l'ai marqué en rouge. Le propofol, quand on nous l'enseigne, il est métabolisé à 99% par le patient. Donc, on ne peut pas faire pipi du propofol. Il n'y en a pas dans le pipi. Et donc, regardez, on le retrouve à la sortie de manière non métabolisée dans 50% des échantillons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un
professionnel de l'anesthésie qui n'a pas utilisé cette seringue l'a jetée dans les îles. Et en fait, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un impact environnemental sur la pollution des sols et de la nappe phréatique. Et puis, encore une fois, ça a été publié parce que le seul moyen de s'en débarrasser, c'est soit de l'administrer aux patients, sauf qu'on ne peut pas le garder jusqu'au lendemain parce qu'il contient des adjuvants qui favorisent facilement la contamination bactérienne. Ben, il faut le brûler. Il faut le brûler à plus de 1000 degrés. Parce que si on le jette dans la nappe phréatique, il est très toxique pour les organismes aquatiques, notamment pour ces petits poissons. Alors, encore une fois, je ne suis pas la fleur bleue à dire les petits poissons, etc., mais pour montrer qu'il faut avoir une réflexion raisonnée en termes de décision. On pense des fois bien faire et on risque de faire pire que ce qu'on avait avant. Et donc, encore une fois, notre société a pris position en disant on ne peut pas comparer des courgettes et des carottes, ce n'est pas comparable. Il y a un gaz à effet de serre et une pollution de la nappe phréatique. Et donc, est-ce qu'on peut faire de l'anesthésie inhalée éco-responsable? Oui. Encore une fois, on ne plaide pas pour arrêter telle ou telle molécule, comme ce qui est sorti dans certains articles, mais on peut être raisonné en regardant ce type d'études. Donc, dans ce type d'études, on compare le gaz le plus polluant, c'est le desflurane, le moins polluant, c'est le sévoflurane, et puis l'anesthésie intraveineuse avec le propofol. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris en compte le plastique, la seringue, l'électricité de la seringue, etc. Et donc, les échelles sont différentes, mais ce qu'on voit, c'est que quand on utilise convenablement ces vapeurs anesthésiques, notamment avec des systèmes de récupération d'effluents de ces gaz, c'est-à-dire qu'on va les piéger, je vais y revenir tout à l'heure, j'arrête pas de me contredire sur le tout pour nous, je vais y revenir tout à l'heure, ben, ça fait pareil que le propofol seul en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, je peux gagner quelque chose avec un bon usage des vapeurs anesthésiques. Et donc, comment je fais? Ben, je monitore, je mesure ce que je fais, je mesure la profondeur de l'anesthésie et indirectement, j'ai un bénéfice en réduisant ma consommation et donc en réduisant mon impact environnemental. Et puis, le plus simple, nous, quand on fait de l'anesthésie, ben, on a un nouveau débit de gaz frais qui rentre pour endormir le patient. Ben, tout simplement, fermer un robinet. On n'a pas besoin de faire une étude randomisée en double aveugle pour dire aux gens juste fermer le robinet. C'est pareil qu'à la maison. Et puis, surtout, on a de la technologie compatible avec ça, puisqu'on a de nouveaux respirateurs qui, eux, ferment automatiquement le robinet et nous donnent des objectifs sans consommer énormément et sans polluer énormément la planète. Je reviens au système de recapture de ces vapeurs anesthésiques. C'est très séduisant, ça existe depuis des années. Il y a des centres qui n'ont pas de secteur d'évacuation des gaz anesthésiques qui utilisaient des systèmes d'absorption. Et donc là, c'est très séduisant parce qu'on nous dit qu'avec les systèmes d'absorption, ça marche très bien puisque ça réduit les émissions de gaz à effet de serre. Mais quand on regarde dans le détail ce qui se passe, cette étude sur ces systèmes de recapture, en fait, ils ont fait 80 anesthésies, et sur les 80 anesthésies, ils ont mis 84. Ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais pour les besoins de l'étude, on peut comprendre. Et puis, une fois stocké et arrivé chez la personne qui va traiter ce produit pour en extraire ces vapeurs anesthésiques, savoir combien on en a récupéré, eh ben, on ne récupère que 25% du desflurane qu'on aurait administré. Et donc, il y a une réponse. Ben déjà, moi, ça me dérange un petit peu parce que le dispositif, il ressemble à un gros tupperware comme celui que je prends le matin pour ramener à manger, alors que la vapeur anesthésique, quand elle est livrée dans une bouteille en aluminium bien scellée, bien fermée. Alors, c'est qu'il y a une partie chimique, c'est que la température d'ébullition de ce gaz, elle est à 24 degrés. Donc, en fait, à l'air ambiant, ça s'évapore tout simplement à travers la porosité de ce tupperware. Et dans la réponse à l'article, c'est-à-dire que pour être comparable au sévoflurane, il faut récupérer 98% de ce gaz qu'on a administré. Et donc, encore une fois, je ne mets pas à la poubelle ce dispositif, je dis juste que ce n'est que le début et c'est quelque chose qu'il faudra probablement retravailler. Alors, je n'ai jamais dit que je n'allais pas parler de déchets puisque je ne dénigre pas cette partie. Je redis que c'est entre 12 et 20% des émissions de gaz à effet de serre au bloc opératoire. Et c'est là où j'insiste sur deux notions. La première, c'est la définition du déchet. C'est toute substance ou objet qui relève d'une catégorie. On passe dans le détenteur, doit se défaire.
C'est-à-dire que j'ai une belle bibliothèque, je veux m'en défaire, c'est un déchet pour moi. Ça peut être une matière première pour quelqu'un. Et puis, tout le monde dit déchets d'ASRI, déchets d'activité de soins à risque infectieux, et DAOM. En fait, DAOM, ça n'existe pas. Tout simplement parce qu'il existe tout simplement un déchet dangereux et un déchet non dangereux. Dans le déchet dangereux, il y a le déchet à risque chimique, radioactif, infectieux. C'est ce qu'on a à l'hôpital. C'est des déchets à risque infectieux. Et puis, le déchet est qualifié aussi par celui qui va le produire. Et donc, le producteur peut être un ménage. C'est moi le soir, quand je suis chez moi, c'est un déchet ménager. Mais par contre, tout ce qui n'est pas ménage est un déchet d'activité économique. Et l'hôpital fait partie de ces activités économiques. Donc, le DAM n'existe pas. C'est quelques communes qui donnent cette dérogation pour ceux qui habitent dans l'hôpital. C'est très simple. Mais tout déchet qui est généré dans l'hôpital est un déchet d'activité de soins. Après, il peut être dangereux comme il peut ne pas être dangereux. Alors, à l'hôpital, on est aussi soumis au décret 5 flux de 2016, où on doit séparer le papier, le métal, le plastique, le verre, le bois, c'est très bien. Le bloc opératoire aussi. Et si on ne le fait pas correctement, on a 150 000 € d'amende. Et si on ne le fait pas, eh bien, on nous renvoie les déchets jusqu'à ce qu'on les ait triés. Jusqu'à présent, c'est beau, c'est magnifique. Mais dans la vraie vie, c'est que les gens se débrouillent un petit peu tout seuls parce que ça reste des déchets d'activité de soins, avec ou sans risque ou dangerosité. Et puis, les gens les mettent dans des bacs. Pour ceux qui en font, il y a très peu de protocoles de suivi et de traçabilité de ce déchet que je vais valoriser plus tard. Et donc, tout ça pour dire que la route pour l'enfer est pavée de bonnes intentions et l'enfer n'est pas une poubelle. Et que pour le faire correctement, et c'est un travail qui est en cours, il faut associer toutes les parties prenantes pour le faire correctement et avoir une traçabilité. En attendant, le déchet le plus facile à éliminer, c'est celui qu'on ne va pas produire. Et comment on ne va pas le produire? En prenant l'usage unique ou le réutilisable, des études d'anesthésie aussi qui comparent du matériel réutilisable versus usage unique pour les masques de ventilation, les circuits de ventilation, etc. Et donc là, c'est une étude australienne. En Australie, l'énergie est basée sur le charbon. Pour revaloriser, pour recycler, pour décontaminer, il faut énormément d'énergie. Le scénario australien, il ne gagne rien du tout parce que du temps de l'étude, leur énergie était essentiellement basée sur le charbon. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça fait pareil. Par contre, en Europe, où l'énergie est décarbonée, on gagne énormément. Alors, j'avais dit tout à l'heure risque infectieux, revue de la littérature faite par Pierre et Hélène, qui est très intéressante, où on voit que dans certaines études, il y a un risque infectieux sur le réutilisable. Le problème, ce n'est pas le réutilisable, c'est les méthodes de nettoyage et de décontamination. Et puis, il y a certaines études, notamment celle-ci, sur la chirurgie cardiaque, le cas de CG réutilisable versus usage unique, où il y a un risque infectieux sur le réutilisable. Encore une fois, ce n'est qu'une seule étude et on ne trouve pas les mêmes résultats pour le risque d'infection en réanimation. Il y a eu un référentiel fait sur les tenues qui est basé sur les mêmes principes de sécurité. Et juste un petit mot sur l'énergie. L'hôpital britannique, qui 84% de ses émissions étaient dues à l'énergie, encore une fois, produite au charbon, pas de mesure de réduction de la consommation énergétique, sachant qu'on peut le faire. Ça, c'est une étude qui est en cours de publication chez nous. C'est de la modélisation où on a de la domotique qui arrête, non, qui n'arrête pas, qui met en veille la ventilation dans les blocs qui ne sont pas utilisés, qui permet d'économiser jusqu'à 48% en énergie. Et ça, c'est possible. Je ne vais pas parler de l'aérobiocontamination, on n'a plus le temps, mais tout ça pour dire qu'un système de traitement d'air peut être utilisé de manière efficiente pour réduire la consommation énergétique, c'est un sujet d'actualité, et réduire notre impact environnemental. Alors, il y aura bientôt une recommandation avec le collectif de responsabilité. Et en conclusion, on peut produire du soin sain, sûr et durable. Et la réussite d'un projet de développement durable permet de promouvoir une médecine de qualité à moindre impact et garantir une santé préservée pour les générations futures. Bravo.